Bonjour et bienvenue à tous. Merci de participer à ce webinaire organisé par la Cité de la RSE et de l'Impact. Ce webinaire s'inscrit dans une programmation plus générale de plusieurs médias, ceci étant initié par la Fondation Oikos. Je suis Nathalie Delabroix, consultante Oikos Impact à la Cité de la RSE et de l'Impact. Qu'est-ce que Oikos Impact? C'est un programme d'accompagnement à la RSE, un programme collaboratif et digital. Notre expert du jour est Jean-Philippe Mugneret. Donc, encore bienvenue à tous et à tout à l'heure. Je laisse la place à Jean-Philippe. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de venir assister à ce troisième webinaire que j'anime en partenariat avec la Cité de la RSE. Donc, aujourd'hui, on va parler gestion de projet. Donc, je vous ai préparé des slides de façon à ce que ce soit un peu plus vivant. Donc, je partage l'écran, vous poserez vos questions et à la fin, évidemment, on se réservera un petit temps pour répondre à vos questions. Donc, je suis Jean-Philippe Mugneret, donc je suis consultant et formateur à l'origine dans le domaine de l'organisation de la qualité, d'où l'artisan de votre système qualité. Et aujourd'hui, comme ensuite au partenariat que j'ai noué avec en particulier Oikos, la Cité de la RSE, je m'intéresse de très très près à tout ce qui est RSE, développement durable, etc. Et en fait, j'ai pensé qu'il était intéressant de vous parler des méthodes pour assurer le succès de vos projets RSE. D'ailleurs, projet RSE, mais pas que, vous allez le voir effectivement. Alors voilà, nos objectifs pour cette heure qu'on va passer ensemble, en fait, c'est pas de vous faire un cours exhaustif sur la gestion de projet, parce que comme on le verra, ce sont des formations qui durent de 2 jours à 2 ans quasiment. Mais c'est de vous permettre de bien prendre en compte ce qui fait la spécificité d'un projet, en fait, d'une part. D'autre part, d'identifier les étapes clés de votre projet, qu'il soit RSE ou d'autres domaines, etc. De repérer les causes courantes d'échec des projets. Ça, c'est mon expérience professionnelle qui parle, parce qu'en fait, on rencontre des gens qui disent « Oh, ça traîne, on n'y arrive pas, on n'avance pas, etc. » Et surtout, d'adapter votre approche à votre projet. En fait, l'objectif principal de ce webinaire, c'est que vous voyez bien le dimensionnement de votre méthode par rapport à votre projet. On essaie d'être toujours très concret, très pratique. Alors, en fait, les projets, le discours que je vais vous tenir, il est valable aussi bien pour un projet professionnel que pour un projet privé. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, je vais vous donner un exemple d'un projet associatif que j'ai mené grâce à la méthode. Donc, en fait, que vous vouliez organiser vos prochaines vacances de l'autre côté de la planète, dans la mesure où les conditions sanitaires nous le permettront, ou mettre en œuvre un projet RSE au sein de votre entreprise, en fait, les méthodologies sont les mêmes, c'est le dimensionnement en fait, qui va différencier, que vous allez devoir adapter. Donc, en fait, un projet, c'est un ensemble finalisé d'activités et d'actions entreprises par une équipe projet. Donc, on va détailler évidemment tous les termes et ce qu'ils contiennent. Une équipe projet qui, sous la responsabilité d'un chef de projet, va répondre à un besoin défini dans un délai et une enveloppe financière. Équipe projet, chef de projet, besoin défini, délai fixé, enveloppe fixée. Voilà. Ça, ce sont les détails, les caractéristiques d'un projet. Alors, en fait, la caractéristique principale d'un projet, c'est ce qu'on pourrait appeler un one-shot transversal. C'est-à-dire qu'en fait, il va être différent des processus que vous mettez en œuvre tous les jours dans l'entreprise pour produire des biens ou des services. En fait, ça va être quelque chose qui va être essentiellement transversal, voire unique. On parle des fois, par exemple, d'entreprises qui travaillent en mode projet. On verra d'ailleurs que derrière cette terminologie, parfois, ce n'est pas du tout du mode projet, mais bon, c'est un peu dans l'air du temps aussi de travailler en mode projet. Et un one-shot, c'est le viaduc de Millau, voilà, il est unique, il correspond à un cahier des charges très précis, et donc c'est typiquement le mode projet, puisqu'on n'en fait pas 25, et vous allez voir qu'en plus, on a dû impliquer plusieurs acteurs. Ça, c'est une des caractéristiques clés des projets, c'est que vous allez devoir impliquer plusieurs acteurs différents de votre entreprise. Un projet, ce n'est pas quelque chose qu'on traite dans un service, c'est très rare. En fait, ça dépend aussi de la taille du projet, évidemment. Mais dans la plupart des cas, le mode projet ou le projet nécessite de travailler avec des gens de différents étages dans l'organigramme. Alors, ça peut être des dirigeants, ça peut être le dirigeant, ça peut être les chefs de service, mais c'est aussi parfois travailler avec l'opérateur. L'opérateur qui a souvent une information que le directeur de service, etc., n'a pas forcément. Donc, capacité déjà à traiter et à travailler avec différents niveaux, entre guillemets, hiérarchiques. Et donc, ça, c'est une des caractéristiques importantes, une des spécificités d'importance.
Les autres spécificités des projets, c'est qu'on va être dans un environnement incertain. En fait, on n'a pas de retour d'expérience d'un projet. C'est très rare, en fait. Donc, quand on se lance, on a toujours cette caractéristique de dire qu'on est dans un environnement incertain. Alors, je dirais qu'en plus, en ce moment, avec les conditions dans lesquelles on travaille, on est vraiment dans des environnements incertains. On va être confronté à des événements imprévus. On n'est pas du tout dans l'entreprise avec sa routine et son fonctionnement. Donc, on va faire face à des événements imprévus et on va même parfois faire face à des comportements imprévus. On sort de notre zone de confort, en fait, comme je l'ai dit, pour travailler avec un ensemble d'interlocuteurs et on peut se trouver face à des comportements imprévus. Et on verra tout à l'heure, en fin de webinaire, quelques outils pour gérer ce genre de comportement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de droit à l'erreur, donc c'est bien faire du premier coup. Quand on construit un viaduc comme Millau, effectivement, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, ça doit être bon du premier coup. Et donc ça aussi, alors ça c'est un concept de qualité, bien faire du premier coup, mais il est évident que quand on est en production, on peut se permettre de retoucher, etc. En mode projet, c'est beaucoup plus compliqué, et en fait, il faut y arriver du premier coup. Et donc, comme je vous le disais, on va mobiliser des personnes et des compétences d'univers techniques très différents, donc on pense tout de suite aux autres services de l'entreprise, mais aussi souvent à des prestataires extérieurs, auxquels on va devoir faire appel, souvent pour des problèmes de compétences, en fait, ou de la sous-traitance de compétences. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, on a des spécificités, les contraintes, en fait, sont très, très particulières quand on travaille en projet. Et donc, en fait, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode qui nous permettra très concrètement d'intégrer toutes ces caractéristiques pour mener à bien votre projet. Alors, votre projet, ça peut être d'installer des ruches ou de revoir tout votre packaging pour faire appel à des matériaux moins, voire pas polluants, etc., modifier votre empreinte carbone, etc. Mais dans tous les cas, vous devez connaître et mettre en œuvre les différentes étapes avec, évidemment, un dimensionnement qui dépend de votre projet. Alors, quelles sont ces étapes? Donc, là, en fait, moi, j'ai identifié 7 étapes clés. Alors, si vous allez sur le web, vous verrez, parfois, il y a des petites variantes. Mais grosso modo, la première des étapes, c'est de cadrer votre projet. Donc, on va revenir évidemment en détail sur ces différentes étapes. Alors, que vous vouliez, je vous dis, faire un voyage de l'autre côté du monde, ou bien mettre des ruches, ou bien faire un tournoi de football, etc., il faut cadrer le projet en amont. La deuxième étape, ce sera de constituer l'équipe projet. Donc, on verra comment on constitue une équipe projet, quelles sont ses caractéristiques. Troisième étape, planifier le projet. Alors, on est toujours un petit peu, on a parlé dans les webinaires précédents de maîtrise des process, etc. On est toujours quand même dans la planif. C'est un élément essentiel. Je vous parlerai de 2 outils en particulier qui sont très, très utilisés en planification de projet. Après, on va mettre en œuvre les différentes étapes et en piloter la réalisation. Éventuellement, on sera amené à ajuster la réalisation et enfin, on fera une synthèse de façon à justement essayer de capitaliser sur ce qui s'est passé et essayer de garder en mémoire de façon à ce que pour le projet suivant, on puisse retravailler à partir de notre retour d'expérience. Alors, commençons par cadrer le projet. Alors, la première des choses à faire, c'est vous obliger à mettre des mots sur votre idée, en fait. Donc, cadrer le projet, c'est écrire. C'est écrire de quoi il s'agit. C'est valider l'idée. Est-ce que le projet correspond à une réalité? L'origine du projet est-elle factuelle? Pourquoi on veut faire ce projet? Quelles sont les motivations qui sont derrière le projet? Et si votre projet vise à résoudre un problème, est-ce que notre projet va vraiment résoudre le problème? Alors, je vais prendre un exemple très simple qui est issu de mon expérience personnelle. J'ai travaillé certains le savent, qui ont suivi mes webinaires précédents, j'ai beaucoup travaillé en textile. Et en fait, un dirigeant, un jour, me dit oui, j'ai un super projet, je vais mettre en place une coupe automatique, c'est-à-dire c'est un système automatisé pour couper les tissus. C'est génial, ça marche super bien, etc. Et je lui dis, mais pourquoi vous voulez mettre en place votre coupe automatique? Donc au début, il ne me dit pas, puis au bout d'un peu de discussion, il me dit, bah, en fait, j'ai un problème d'absentéisme et comprenez, j'ai des absents tout le temps et avec la coupe automatique, ça va aller mieux, etc. Je lui dis, mais vous avez des absents? Bah oui, j'ai 5 personnes, souvent il y a un absent, etc. Je lui dis, quand vous aurez une coupe automatique, vous aurez combien de personnes? Il me dit, bah, je pense qu'avec une, je vais y arriver. Je lui dis, oui, le jour où cette personne est absente, vous arrêtez votre système, vous arrêtez votre process. Alors, il était un peu interloqué. Je lui dis,
Votre projet, en fait, c'est pas de mettre une coupe automatique, c'est de régler votre problème d'absentéisme. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, assurez-vous, via éventuellement un diagnostic, en amont, que vous avez bien cerné l'origine de votre problème, que votre projet, il va résoudre votre problème. Alors là, vous pouvez utiliser tous les outils de la qualité, les 5P, les analyses de Pareto, etc. Donc, c'est hors cadre, mais voilà. Déjà, posez-vous bien les bonnes questions. Ne mettez pas en route un projet dont on n'est pas sûr, à une forte probabilité de résoudre votre problème. Ne restez pas sur les opinions, cherchez du factuel. Enfin, ça, c'est la démarche qualité, en fait. Donc, ensuite, il va nous falloir donc cadrer. Donc, cadrer, c'est quoi? C'est définir par écrit un certain nombre d'items. On va faire, comme son nom l'indique, un document cadre qui va nous servir après tout au long du projet. Donc, d'abord, les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, on verra dans le slide suivant au moins 3 objectifs fondamentaux. Donc, j'y reviendrai. Le périmètre. On touche à quoi? Alors, le périmètre aussi bien géographique, est-ce que mon projet concerne une usine, les 5 usines du groupe, etc., que le périmètre technique. Voilà. En informatique, par exemple, c'est hyper intéressant. La plupart des outils de gestion de projet viennent de l'informatique, ils ont été beaucoup mis en œuvre pour l'informatique. Et moi, je me souviens d'une entreprise où on avançait, puis en fait, on n'avançait pas parce qu'on n'avait pas parfaitement défini le périmètre de l'informatique. Entre la CRM, le RP, on veut traiter le client dans le RP, etc. Donc, cadrer parfaitement le périmètre, quitte après à dire, ça, c'est un deuxième projet. Le macro-planning, on revient toujours à la notion de planif. Le macro-planning, c'est grosso modo les grandes étapes de votre projet. Si vous avez une compétition, vous avez une date butoir, il y a des projets qui ont des dates butoirs, et là, il faut établir un rétro-planning, on va y revenir évidemment, pour être sûr de clôturer votre projet à la date. Les ressources nécessaires, en termes de compétences, est-ce que vous avez toutes les compétences dans la maison? Parce qu'il faut aller chercher à l'extérieur, identifier les éventuels sous-traitants, etc., les co-traitants. En termes de budget, évidemment, là, on va voir aussi un petit peu des outils pour avancer sur les notions de compétences de budget. Toute l'organisation générale, comme on va faire de façon globale. La communication. Alors, sur Internet, quand on cherche un petit peu, on se rend compte qu'énormément de projets se heurtent à des problèmes de communication, ne réussissent pas. Parce qu'en fait, on sous-estime le fait qu'il faut faire adhérer. Et là, on va revenir sur des objectifs. Vous voulez mettre des ruches autour de votre entreprise. Très bon objectif. Pourquoi vous le faites? Est-ce que c'est pour avoir du miel? Est-ce que c'est pour améliorer votre image vis-à-vis de l'extérieur? Donc là, vous allez avoir besoin de communiquer sur votre projet. Si vous faites quelque chose pour améliorer votre image d'entreprise, mais que vous ne communiquez pas, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas vos objectifs. Tous les objectifs. Quels sont vraiment les objectifs de votre projet? Puis il y a la communication interne, il y a la communication formelle, donc là, les comptes rendus à envoyer à la direction, etc., et la communication vis-à-vis des autres salariés de l'entreprise. Les risques et les contraintes, dans tout projet, on peut identifier les risques et les contraintes. Donc là, on peut utiliser des matrices, des outils comme la matrice SWOT, etc. Donc, pour aller voir un petit peu. Et il y a, par exemple, un risque qu'on ne prend généralement pas en compte, parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans cette mentalité-là. Mais moi, le risque majeur que j'ai identifié dans les projets, c'est le départ du chef de projet. Alors, ça peut paraître quand même un peu bizarre, mais en fait, on se rend compte que souvent, le chef de projet, il porte l'ensemble du projet sur ses épaules. Et en fait, on identifie assez rarement ce risque. Et dans une entreprise, la meilleure qu'elle soit, on n'est jamais à l'abri de ce type de rupture de contrat. Donc en fait, pensez tout de suite, le projet va reposer sur un certain nombre de personnes, en particulier un chef de projet, et identifier ce risque et comment on peut le limiter. En limiter au moins les impacts. Voilà. Et puis enfin, le ou les indicateurs de réussite. Donc les indicateurs de réussite, c'est d'abord la tenue des objectifs, mais on verra tout à l'heure que ça peut être d'autres indicateurs, plus humains, plus sociaux, etc. Voilà, donc, si je reviens sur les objectifs, puisque je vous ai promis que je reviendrai dessus, en fait, les objectifs d'un projet, tout projet, il y a le triangle d'or, le triangle PCD, c'est-à-dire performance technique, coût, délai. Vous devez au moins définir ces 3 objectifs-là. Donc derrière la performance technique, si c'est un logiciel, c'est le cahier des charges techniques, etc. Si c'est installer des ruches, combien, etc. Est-ce qu'on a les surfaces, etc. Le coût, donc dans quelle enveloppe on doit se tenir.
Et le délai, ben ça c'est clair, hein, tout le monde a compris, etc. Donc, vous devez au moins définir le quoi, le à quel prix et le pour quand. Voilà. Ça, c'est les 3 éléments que vous devez impérativement définir dans votre projet. Après, vous pourrez mettre d'autres objectifs si vous le souhaitez, hein, ou si votre direction vous les donne, etc. Mais vous devez au moins définir ces 3 objectifs-là. Et ensuite, vous rédigerez un document qui s'appelle la note de cadrage. Et là, encore une fois, dans mon expérience professionnelle, j'ai vu parfois des gens me dire « Ah bon, dans un projet, il faut faire une note ?» Je dis « Oui, la première des choses à faire, c'est de récapituler tous ces éléments dans un document formel qu'on va partager, en fait, qui va être le point de départ. Il va contenir le cahier des charges techniques, mais tous les autres éléments qu'on a évoqués précédemment. Donc, les objectifs PCD, le périmètre, le macro-planning, les ressources, ça c'est le plan, les chapitres de ma note de cadrage. Alors, là, on va, en termes d'outils, bah évidemment, ça dépend de la structure, ça dépend du projet. Parfois, j'ai une petite fiche de synthèse de projet sur Excel. La note de cadrage, ça peut être un pavé Word de 200 pages. Ça peut être fait sur un logiciel dédié. On verra tout à l'heure qu'il y a des logiciels dédiés. Moi, j'avais même construit un petit logiciel sur une base de données pour aider un de mes clients qui ne trouvait pas. Voilà. Et en fait, voilà, par exemple, dans la fiche Excel, on a tout de suite les indicateurs d'efficacité. C'est au moins, c'est la mise en place d'un contrôle systématique. Voilà, et donc on avait au moins, les contrôles sont opérationnels, au moins 3 rapports disponibles. Tant qu'on n'aura pas les 3 premiers rapports, on considérera que c'est pas opérationnel. Le budget alloué à la mise en place, c'est 9 000 €, et la date butoir, c'est le 15-12, 2015, c'était ancien, mais peu importe, vous avez compris le principe. Voilà, alors là, pareil, dimensionnez vos outils, utilisez les outils qui vont bien par rapport à votre projet. Donc là, nous avons cadré notre projet, nous savons où nous voulons aller, comment, etc. Et donc, on va constituer notre équipe. Donc d'abord, c'est quoi une équipe? Alors, quel que soit le domaine dans lequel on œuvre, une équipe sportive, etc., une équipe, c'est caractérisé par un petit nombre de personnes qui partagent un objectif, d'où bien définir l'objectif en amont, sont motivés pour réaliser l'objectif. On verra tout à l'heure qu'on a des clés pour tester ces éléments-là. Se répartissent les rôles et les tâches. Alors, dans une équipe de foot, c'est les avants, les arrières, etc. Donc, je ne fais pas de football, excusez-moi, mais on s'est compris. Et dans une équipe projet, bah, c'est qui fait quoi? Fonctionne de manière organisée et accepte certaines règles qui ne sont pas forcément, évidemment, les règles de l'entreprise. On est dans un projet, on est en transverse, donc on va avoir des règles un peu différentes. Et qui accepte une autorité qui coordonne les efforts. Donc là, effectivement, c'est le chef de projet. Donc en fait, la grande originalité dans l'équipe, c'est que le chef de projet ne sera pas le responsable hiérarchique des membres de l'équipe, puisqu'on est dans un fonctionnement transversal. Et les entreprises qui fonctionnent en mode projet, parfois, remodèlent leurs équipes en fonction du projet. Et donc, une personne peut appartenir à 3 ou 4 projets avec 3 ou 4 chefs de projet. Donc, on voit bien là qu'on est quand même dans une caractéristique très forte du mode projet. Alors, souvent, on me dit, alors il fait quoi le chef de projet? Ben, le chef de projet, moi, je l'assimile vraiment à un chef d'orchestre. En fait, il va mobiliser, coordonner, faire travailler ensemble des personnes de services, de métiers, de sites, voire de pays différents. Moi, j'ai déjà mené des projets avec des usines en délocalisation ou à l'extérieur, mais sans disposer d'autorité hiérarchique. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que c'est une grande originalité, c'est-à-dire qu'il va falloir manager différemment un projet d'une équipe de production, par exemple. Donc, un bon chef de projet, donc c'est quelqu'un qui sait planifier, organiser à la fois les pensées et les actes. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la planif, etc., qui sait déléguer. Le chef de projet ne pourra pas tout gérer. Ça, c'est sûr. Donc, la capacité à déléguer, c'est une caractéristique importante du chef de projet. Il va être au contact de l'humain. On a dit qu'il n'a pas de responsabilité hiérarchique. Donc, il va être dans la gestion du conflit, éventuellement, dans l'arbitrage, dans l'intégration des points de vue. Oui, non, mais je suis d'accord, ça, c'est votre point de vue, mais comment on peut l'intégrer? Donc, il accepte lui-même la critique. Parfois, le chef de projet, ben, il va être critiqué parce que, justement, c'est le chef. Voilà. Dans tous les cas, c'est un super communicant. Parce qu'en fait, il va communiquer en interne et en externe. Souvent, il va être relais de la direction, par exemple, dans l'équipe projet, donc il va devoir expliquer, etc.
Et puis, petite cerise sur le gâteau, en général, c'est quelqu'un qui sait valoriser ses collaborateurs. Alors, il y a une bonne raison à ça, c'est que quand on est en mode projet, en général, les personnes, les acteurs du projet, donc l'équipe, va devoir faire le travail en plus du travail quotidien. Donc, si les gens ne sont pas valorisés quelque part, ne récupèrent pas quelque part en termes de valorisation personnelle, on va toujours avoir, oui, mais tu comprends, je n'ai pas eu le temps, etc. On en reparlera tout à l'heure, ça. Mais être un bon chef de projet, c'est savoir déléguer et après mettre en valeur les réussites, même les petites réussites de chacun des acteurs de l'équipe. Donc, je sais où je veux aller, je sais avec qui je veux y aller. Donc maintenant, je vais planifier mon projet. Alors, le premier outil auquel on pense quand on fait de la planif de projet, en fait, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Gantt. Alors, le diagramme de Gantt, on peut l'appeler le rétro-planning, on peut l'appeler comme on veut. C'est un diagramme dans lequel, en fait, on va présenter les phases du projet et avec des segments, la durée du projet dans le temps. Ouais. Donc là, je vous prends l'exemple d'un projet mené dans le cadre associatif. Et en fait, là, le diagramme de Gantt et le rétro-planning est impératif parce qu'en fait, on a une date butoir, en fait. Voilà. En fait, dans ce projet-là, on réserve auprès de la mairie une salle avec une date très précise. C'est un projet d'astronomie, donc on est dans les calendriers. Et en fait, on sait que fin février, on a la salle et on fait notre manifestation. Et on établit tout le planning en rétro-planning, en rétro-pédalant. Et donc, on voit que le choix des dates, il est fait très tôt. Le choix du thème, donc c'est le bureau de l'asso qui est responsable. Après, il y a la rédaction de la plaquette, communication. On l'a dit, très très tôt, en fait, on communique. Là, c'est le président qui est responsable de la plaquette. Et on va tracer des segments dont la longueur dépend du temps qu'on se donne pour faire quelque chose, pour faire une action. Et on va surtout identifier les antériorités. Ça, c'est un élément important en mode de gestion de projet. C'est-à-dire que si je veux, là, je n'ai pas l'ensemble du Gantt, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'étapes. Mais si je veux pouvoir communiquer autour de mon projet, par exemple, à mes partenaires, il faut que j'ai la plaquette. Donc, si j'ai la plaquette, je peux communiquer, donc il y a une antériorité. Un exemple hyper simple dans le bâtiment, si je veux pouvoir mettre le carrelage au sol, il faut que la toiture soit posée, il faut que la maison soit hors d'eau. D'ailleurs, c'est ce qui fait des fois que dans certains projets de bâtiment, on a des gags du genre « Ah oui, mais moi je passe pas si le plombier n'est pas passé, et le carreleur ne passe pas si… » etc. Ça veut dire que le Gantt n'a pas été tracé correctement et qu'on n'a pas identifié correctement les antériorités. Donc ça veut dire qu'elles sont identifiées, ces antériorités, avec les membres actifs, avec l'équipe, pour être sûr que ça fonctionne. Et puis, le troisième élément de la planif, en fait, c'est là les revues de projet. Donc en fait, les revues de projet, ce sont des réunions cadencées, prévues dès le début du projet, et ce sont ce qu'on appelle les jalons qui vont nous permettre de mesurer l'avancement de notre projet. Donc là, dans le projet qui nous intéresse, on a une réunion tous les débuts de mois, donc qui sont planifiés, à l'exception de début août, pour les raisons que vous comprendrez aisément. Et puis, à la fin, en janvier, par exemple, on a 2 réunions, et puis en février, on a une réunion par semaine pour finaliser le projet. Tout le monde est au courant de ces réunions, elles sont inscrites dès le début dans la planif, et on peut même ajouter un petit curseur en jaune qu'on balade au fur et à mesure et qui nous permet de dire tiens, sur le choix du thème, on n'a plus qu'un mois pour se décider quand même, etc., etc. Donc voilà. Ça, c'est fait sur Excel. C'est hyper simple à faire. Et en fait, ça permet à chaque réunion de projeter ça au vidéoprojecteur et de dire on en est où? Est-ce que le président, il a bien rédigé sa plaquette? Non, il a encore du temps, il faut qu'il commence en septembre. Donc voilà. Donc évidemment, le président peut commencer plus tôt, mais on sait qu'il faut qu'il ait défini le thème. Donc dès que le thème est défini, on peut attaquer la rédaction, etc., etc., etc. Voilà, donc ça, on peut le faire sur Excel, c'est très simple à faire. Et après, on peut évidemment mobiliser d'autres outils. Alors, il existe des logiciels de gestion de projet en ligne. Il y a MS Project aussi. Alors, là, c'est la première fois où je vais vous dire dimensionnez votre outil par rapport à votre projet. Une bonne planification sur Excel, souvent, quand même, est déjà pas mal. Alors, si vous avez plusieurs projets en parallèle dans l'entreprise, là, Excel suffira peut-être plus.
sauf pour les meilleurs d'entre vous qui savent utiliser Excel vraiment dans ces derniers tranchements. Mais après, on peut avoir des diagrammes de Gantt sur des logiciels dédiés, et là, qui vous permettent d'utiliser des tas de fonctions comme les antériorités, mener des projets en parallèle, etc. etc. Donc ça, c'est le premier outil. Et donc, souvent, les gens me disent, ah oui, mais c'est gentil, mais pour mettre mes segments là, je fais comment pour savoir combien de temps il faut? Parce que je vous rappelle qu'on n'est pas dans un process classique de prod. On est dans du projet. On n'a jamais fait. Donc, il faut déjà se dire, mais la longueur de mon segment, c'est quoi là? Comment je planifie, comment je calcule mon délai, le temps qu'il va me falloir pour exécuter une tâche. Alors en fait, quand on va demander à un des membres de l'équipe combien de temps il lui faut pour faire la tâche qu'on lui demande, établie à la plaquette, il va falloir acheter des ruches. Bon, bah, c'est une étape toute simple, mais si on veut mettre des ruches, il faut les acheter, choisir, etc., etc. Soit la personne, en fait, elle est tiraillée entre deux attitudes. Soit il faut fournir quand même une durée assez longue, tu comprends, il faut que je sois crédible. Il va me falloir, pour faire mon diagnostic de tous les cartons qu'on utilise dans l'entreprise, tu comprends, il va peut-être quand même me falloir 2 mois. Dans la tête, on se dit, si on demande moins, puis il faut que j'ai du rame, il faut que je mette un peu de gras, comme on dit des fois dans les entreprises. Par contre, si on est dans une durée trop longue, la personne va se dire, non, mais si je leur dis ça, ils vont me prendre pour un incompétent. Il ne faut pas 3 mois pour savoir quels sont les cartons qu'on utilise et les volumétries de cartons qu'on utilise, ou de plastique, etc. Et la logique de l'honneur dit qu'en plus, on verra ça dans le suivi, la personne qui a donné, en fait, si elle finit plus tôt, elle n'ira pas dire « Ah bah, excusez-moi, j'avais prévu 3 mois, j'en ai mis que 2 ». En fait, c'est ce qu'on appelle la logique de l'honneur, et ça, parfois, ça retarde un peu les projets. Alors, pour régler ce problème-là, il y a un petit outil que j'ai utilisé, moi déjà, et qui s'appelle l'équation de perte. En fait, on verra ce que c'est que les diagrammes de perte. En fait, on dit aux gens, bah, estimez-moi 3 durées. La durée optimiste, tout va bien. Vraiment, là, on est dans un bon cas. Bon, ben, moi, je te dis, si vraiment tout marche bien, il me faut une grosse semaine, il me faut 6 jours. Probablement, je mettrai plutôt 8 jours, et puis, si vraiment ça va pas bien, on mettra 12 jours. Je mettrai 12 jours. Et on fait une moyenne pondérée, et on prend la valeur pondérée comme une moyenne. Voilà, 8,3 jours, et c'est ça qui va donner le segment dans notre diagramme de Gantt. Voilà, donc ça, c'est un outil, ça vaut ce que ça vaut, on peut modifier les coefficients, mais en fait, il s'avère que la plupart des gens, quand ils ont un petit peu de mal, de difficulté à timer leur projet, bah, ils utilisent cette formule-là et ça marche très bien. Voilà, donc ça, c'est un petit outil. Enfin, il y a plein de variantes sur Internet, évidemment, mais ça peut déjà vous donner un outil, un premier outil. Le deuxième outil dont on entend beaucoup parler dans la gestion de projet, c'est ce qu'on appelle le diagramme de perte. Donc ça, c'est un outil un peu plus puissant. En fait, le jeu, c'est de tracer sur un graphique l'enchaînement des étapes d'un projet. Donc la première étape, A, B, C, D, etc. Et à chaque fois, de calculer des délais. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail parce que ce n'est pas du tout l'objet. Mais le principal intérêt du diagramme de perte, c'est ce qu'on appelle identifier le chemin critique. Alors, le chemin critique, c'est quoi? Le chemin critique, c'est l'ensemble des opérations qui, si l'une d'entre elles prend du retard, mettent tout le projet en retard. Alors, on voit tout de suite l'intérêt. C'est qu'en termes de gestion de planning, on va se concentrer sur les opérations du chemin critique. Alors, c'est-à-dire que sur mes opérations A, C, F, H, J, K, par la méthode de perte, je sais que si l'une de ces opérations, de ces phases prend du retard, l'ensemble du projet prendra du retard. Donc, sur Internet, il y a des très bons tutos pour le faire. Moi, je fais des formations sur ce sujet-là. Mais sur certains projets non linéaires, c'est-à-dire où il y a plusieurs étapes qui sont synchrones, etc., ça nous permet tout de suite de savoir sur quelles étapes on va mettre l'attention en termes de gestion de planning et de suivi de planning. On sait que sur les étapes B et D, par exemple, dans mon chemin, on n'est pas hyper pressé. Il faut respecter le délai, mais ça ne mettrait pas en jeu l'ensemble du projet. Voilà, donc là, c'est 2 outils classiques. Après, il en existe plein d'autres. Vous pouvez aller. Le but du webinaire, c'est pas de vous assommer avec des tas d'outils, c'est de vous donner les 2 outils clés, en fait. Alors, pareil, le perte à mettre en œuvre quand le projet le nécessite, pas systématiquement. Maintenant qu'on a fait notre planning, donc on a un super diagramme de Gantt, on a établi les étapes, la durée des étapes grâce à l'équation de perte, on a même éventuellement
calculer notre chemin critique pour savoir sur quoi il faut que je mette la pression, bah, je dirais que là, il faut mettre en œuvre maintenant. Et là, c'est pas le plus compliqué. Je pense qu'à l'étape 4, si on a bien fait les 3 premières, on est bien parti pour réussir notre projet. Alors, à la mise en œuvre du projet, il faut faire attention à une chose, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant. En fait, quand quelqu'un, on est tous en fait sujets à ce problème-là, à ce syndrome-là. Quand on donne à quelqu'un une tâche à faire, généralement, il y a une phase d'initialisation, c'est-à-dire on regarde, ah oui, oui, ben voilà, j'ai ça à faire, ok, je vois le délai pour lequel je dois le faire, etc. Et après, il y a ce qu'on appelle une période de latence. La période de latence, c'est la période pendant laquelle, bon, on y réfléchit, on regarde, on évalue, tout ça. Et puis après, il va falloir s'y mettre quand même parce que la deadline, elle arrive et pour ma phase à moi, j'ai un délai. Et là, le moindre grain de sable dans le système fait que l'exécution va être retardée. Les aléas de planning, on peut être malade, on peut avoir un truc qu'on n'avait pas prévu, etc. Et donc, en fait, il faut faire attention à ce syndrome parce qu'en tant que chef de projet, l'une des choses que vous allez devoir faire, c'est essayer de transformer cette courbe rouge qui présente un pic en un plateau. C'est-à-dire, dès l'initialisation, un plateau ou une courbe régulièrement croissante, mais dès l'initialisation, essayez de voir comment votre équipe travaille sur le projet de façon régulière. Pourquoi? Parce que quand on planifie, quand on travaille de façon régulière, on est moins sujet aux aléas. Et si on a prévu de travailler 2 heures par semaine, etc., sur le projet, ben au moins, s'il y a une semaine, on ne peut pas le faire, on peut essayer de se récupérer et de ne pas attendre le dernier moment. Alors, on appelle ça le syndrome de l'étudiant, vous l'avez tous compris, parce que quand on a le DS à la fin du mois, on révise juste avant. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le syndrome de l'étudiant. Donc, ça, c'est une des clés dont vous pourrez disposer pour mener à bien votre projet, en assurer la réussite. C'est d'être sûr que les gens, la personne, l'équipe projet travaille régulièrement avec la même intensité sur les phases qui le concernent. Donc, puisqu'on parlait justement dessus, on va piloter à la réalisation. Donc, on a vu tout à l'heure qu'en fait, un des outils pour piloter, c'est les revues de projet. Donc, en fait, j'insiste, c'est les grands rendez-vous qui sont planifiés aux étapes clés. Elles sont dans notre diagramme de Gantt dès le début. Il est hors de question que quelqu'un nous dise « Non, mais je ne savais pas, tu comprends, ce n'était pas prévu. » Voilà. Donc, si vous voulez que votre projet tienne la route, il faut le timer, il faut faire vos réunions de projet avec des personnes définies à l'avance, de façon à ce que on puisse vraiment jalonner. Alors, souvent, on me dit oui, mais il y a, qui est dans les revues de projet? En fait, dans les revues de projet, on a systématiquement l'équipe projet et on va pouvoir inviter, en fonction des étapes, c'est de l'informatique, etc., on va inviter les partenaires clés, les compétences clés dont on peut avoir besoin. On peut inviter un responsable magasinier, etc. En fait, c'est à vous, à la planif, de prévoir déjà qui on va devoir inviter. Mais de toute façon, il y aura toujours le groupe de pilotage. Ça, c'est clair. Ça, c'est une entité qu'on ne peut pas, qui n'est pas variable, en fait. Voilà. Et puis, en tant que chef de projet ou à l'initiative d'un des membres de l'équipe, on peut aussi déclencher des revues intermédiaires, de façon, des fois, à se dire, bah, il faut s'ajuster, hein, il faut avancer aussi en s'ajustant. Donc, une revue de projet, comment on réussit une revue de projet? Ben, c'est une revue de projet, comment on réussit une réunion. Alors là, j'entends déjà, ouais, la réunionnite, etc. Nous, on est dans une entreprise, on est agile, on ne fait pas de réunion. Non, 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 non. Il faut faire des réunions, seulement il faut faire des réunions efficaces. Alors là aussi, il y a des formations. Une réunion efficace, c'est une réunion qui est bien préparée. Donc, l'ordre du jour est préparé, il est envoyé suffisamment à l'avance auprès des participants pour qu'ils puissent réfléchir et préparer le travail. Donc, ça, c'est valable pour toutes vos réunions d'ailleurs, hein, qu'elles soient RSE, projet RSE, etc. Pendant la réunion, respectez le timing et l'ordre du jour, ce qui signifie d'avoir 3 acteurs, un animateur, un secrétaire qui prend les notes et un maître du temps. Et le secrétaire, on ne le définit pas à la fin, on le définit au début, voire dans l'ordre du jour. D'accord. Donc, de façon à ce qu'il ait tous les outils pour prendre des notes, etc. L'animateur ne peut pas prendre les notes et faire la gestion du temps. Ça, c'est impossible. Donc, en réunion, dans l'ordre du jour, on écrit bien, animé par, prise de notes et qui sera le maître du temps. Donc, le maître du temps, en fait, il a le chrono et il rappelle à l'animateur, attention, on n'a plus qu'un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, etc. Et surtout, on reste dans l'ordre du jour.
Pourquoi est-ce que la plupart des gens en ont marre des réunions? C'est parce que simplement, on déborde, on part à droite à gauche, on diversifie, et en fait, on sort de la réunion et on dit, on n'a rien vu. Donc, si vous voulez des réunions efficaces, respectez l'ordre du jour. Si un thème vous paraît fondamental, le secrétaire le note et on organise une autre réunion. Mais on ne gère pas tout dans la même réunion. Les gens qui sont là, ils sont là avec un objectif en termes de gestion de projet. Donc, il faut absolument que votre réunion atteigne l'objectif. Et après la réunion, on fait le compte-rendu pour assurer la communication autour du projet, communication formelle envers des destinataires préétablis, souvent c'est la direction, et informelle, affichage, etc. etc. Il y a des projets dans lesquels il y a un responsable de com à temps plein pour pouvoir justement assurer cette partie-là qui ne s'improvise pas. On va devoir ajuster. Donc en fait, comme dans tout système, on aura besoin de s'ajuster. Donc là, certains vont dire, certains qui m'écoutent souvent vont dire, il est obsédé par le PDCA, mais en fait, c'est un super outil. En fait, on a planifié, on met en œuvre notre projet, on check par les réunions et on ajuste. Hein, parce que de temps en temps, il faut apporter des petits écarts, etc. Donc, par exemple, parfois, on entend parler des étapes go-no-go. Alors, go-no-go, ce n'est pas un singe d'Afrique. Go-no-go, c'est j'y vais pas. Hein, donc, il y a des fois des étapes clés où on se dit, on fait un choix technologique, on y va pas, etc. Et puis, on s'ajuste en permanence. De toute façon, mais ça, c'est pas le plus difficile. Et puis, dernière chose très intéressante, très importante, il faut synthétiser le projet. Quand le projet arrive à son terme, il faut absolument en faire une note de synthèse qui va nous permettre de capitaliser sur l'expérience acquise lors du projet. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les points forts, évidemment l'atteinte des objectifs. Donc là aussi, dans les formations, on fait des diagrammes, etc. Alors, c'est pas trop le temps, mais en fait, il est trop dommage qu'on ait une expérience de la gestion de projet dans une entreprise et qu'on n'en ait pas une synthèse. Bien sûr que le projet suivant n'aura pas la même thématique, mais si on s'est rendu compte, par exemple, que la plupart des réunions n'étaient pas bons, etc., on va pouvoir faire ce qu'on appelle l'amélioration continue et se dire, sur le projet, voilà les points sur lesquels il faut faire attention, il faut être vigilant, etc. Si on a dérapé dans le délai, essayer de se dire, pourquoi on a dérapé dans le délai? Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'on n'avait pas été assez large, etc. Voilà. Et donc, conserver ce dossier, donc on conserve tout le dossier de projet et la note de cadrage et la note de synthèse ensemble, de façon à ce qu'on voit ce qu'on voulait faire et ce qu'on a réellement fait. Alors, quelques causes de retard, puisque quand même, en termes de gestion de projet, on est souvent dans des problèmes de retard. La planif. En fait, il faut passer du temps en amont. En fait, on se rend compte que la gestion de projet, c'est d'abord de bien cadrer en amont mon planning, etc. Parfois, c'est un mauvais pilotage, un non-respect des jalons. Oui, écoute, cette réunion, on l'a reportée d'une semaine. Voilà, on en reporte une d'une semaine, donc les gens se disent, bon, finalement, c'est pas si important que ça, puisqu'on peut décaler, etc. Et savoir animer la réunion aussi. Donc là, je pense que ça s'apprend, c'est comme beaucoup de choses, c'est pas inné. Donc il faut l'acquérir, donc faire des formations éventuellement, se donner des règles très précises. Et souvent aussi, une des causes de retard, voire d'échec, c'est le manque de ressources. On a mal identifié les ressources nécessaires. En fait, on pense souvent à la compétence, mais le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent les responsables de l'équipe, enfin les membres de l'équipe projet vont devoir travailler à leur projet en plus de leur travail quotidien. Donc là, il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il faut une très grande motivation. Bon, souvent, ce sont des cadres quand même, mais il faut quand même une grande motivation pour, en plus de son travail, travailler au projet. Alors, dans la gestion de projet, parfois, on se dit, on va décaler, hein, on va admettre qu'un cadre, il passe 15% de son temps sur le projet et organiser une différenciation, voir comment on peut faire pour que la personne libère du temps. Mais il faut surtout pas sous-estimer ce problème de ressources de la part des ressources internes en fait. Et il est pertinent de calculer aussi en termes de ressources combien coûtent les ressources internes en termes de masse salariale si quelqu'un passe 25% de son temps, voire plus, sur le projet. Donc là, il faut pas se voiler la face en termes de ressources, parce que quand on va devoir vendre le projet à la direction, il vaut mieux être un petit peu large en fait que pas assez. Alors,
Comme on va devoir gérer une équipe, je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de quelques outils. Alors là, c'est des outils, c'est plutôt du ressort des psychologues d'entreprise, mais c'est une de mes collègues qui m'avait donné ça, mais ça me semblait assez intéressant. Bon, par exemple, cartographier les acteurs. Donc, on sait que dans notre équipe, on va avoir le responsable logistique, le comptable, le marketing, le directeur commercial, le directeur général. Et on va placer ces gens-là dans un graphique avec en abscisse leur caractère d'indispensable et en ordonnée leur caractère d'implication ou d'acceptation refus du projet. Et en fait, ça sert surtout à se centrer sur la zone en rouge, c'est-à-dire les gens qui sont indispensables, mais pas très très prenants dans le projet. Donc ça, c'est des gens qu'il va falloir travailler, il va falloir essayer de savoir pourquoi, comment ça se fait que ils sont dans le refus, etc. Donc là, par contre, j'admets que ce n'est pas ma compétence, mais souvent dans l'entreprise, la DRH a plus de compétences que moi pour traiter ces causes-là. Mais en être conscient, c'est déjà avoir fait un premier pas en avant. Dans le même ordre de grandeur, la carte des alliés. Donc, c'est aller essayer de voir un petit peu les gens entre la perception négative et positive en abscisse, l'implication faible et forte en ordonnée. On a perception négative, implication faible, c'est des opposants. Là, c'est des gens qu'il va falloir gérer ça, parce qu'ils sont carrément contre le projet. En perception positive, de l'autre côté, on a les avocats. Donc, qui est-ce qu'on a comme avocat? Souvent, moi, j'ai beaucoup mené de projets qualité, et on retrouve cette RSE aussi, je pense qu'on retrouve pas cette typologie. Oh non, la RSE, tu comprends. Non, c'est pas. Alors, à la limite, tant qu'ils ont une perception positive, mais une implication faible, bon, ça va, on va travailler. Le plus grave, c'est les rouges. Hein, non, ça vaut rien, en fait. Tout ça, c'est des greenwashing. Ça ne sert à rien. C'est un truc qui va nous coûter de l'argent, mais rien faire. Et là, il faut les gérer. Alors, en fait, même s'ils ne sont pas dans l'équipe projet, il va falloir quand même s'en occuper. Donc, les opposants, il faut les identifier. Donc, derrière le petit carré rouge, là, on peut avoir des fonctions, voire des personnes. Moi, j'ai assisté une fois à une réunion houleuse où une responsable d'atelier a dit devant tout le monde ouais, la certification, de toute façon, ça ne sert à rien, etc. Donc là, impact très fort sur les gens, effectivement. C'est-à-dire que tous les passifs risquent de basculer de l'un côté ou de l'autre suivant les critères d'influence. Donc, il faut identifier ces gens-là le plus tôt possible dans votre projet. En cours de projet, vous pouvez aussi avoir besoin d'évaluer le moral des troupes. Donc là, c'est un petit jeu, ça s'appelle la technique des éprouvettes, en fait. Donc, en fait, vous distribuez à chacun des participants au projet un petit carton avec 4 éprouvettes et vous leur demandez d'évaluer l'intérêt du projet, le climat dans lequel ça se passe, les relations et les relations clients. Relations clients, c'est-à-dire le bénéficiaire du projet. Chaque personne va mettre, alors on pourrait mettre des chiffres, hein, mais c'est plus marrant de mettre des éprouvettes. Chaque personne met une petite croix et on peut voir par exemple l'intérêt de certaines personnes qui décroient, donc travailler sur remobilisation des équipes, certaines qui pensent que le climat est plutôt mauvais, donc, etc. Donc en fait, c'est mesurer un petit peu où en est le moral de mes troupes pour avancer, pour détecter les éventuelles causes de défaillance du projet. Voilà, donc ça c'est quelques outils, il y en a beaucoup plus évidemment, hein, mais l'objectif d'un webinaire, ce n'est pas de vous former, mais de vous donner un petit peu des idées pour aller chercher les bons outils. Alors en conclusion, je dirais que vous êtes amené, comme on l'a vu, à gérer des projets très très différents en fait, hein, entre le projet du mariage du cousin, voire le vôtre d'ailleurs, hein, le projet d'installer des ruches, le projet de revoir complètement votre politique salariale en matière de RSE, de mettre en œuvre ce qu'on appelle une politique de bienveillance, ou bien très concrètement de diminuer votre impact carbone ou de diminuer vos emballages plastiques, on va avoir des projets très très différents en termes de timing, de masse, etc. Et donc, il faut adapter vos outils. Première règle, adapter les outils. Allez pas sortir un logiciel à 6 000 € plus les licences pour simplement faire votre petit projet dans votre coin, etc. Passez du temps à la planif. Toujours pareil, c'est dans la planification que réside la réussite de votre projet. Travaillez en amont, travaillez toujours sur la planif, prévoir. Et puis, formez-vous si besoin, c'est-à-dire que si on vous demande de prendre en charge un gros projet, à grosse valeur ou à gros impact pour votre entreprise, formez-vous. Il y a des tas de formations, on peut faire des petits webinaires perso en 2 jours, etc. Et on peut passer un master en termes de gestion de projet, ça existe aussi. Donc, en fait, adaptez vos outils, formez-vous si besoin, de façon finalement à déployer les bons outils et assurer le succès de votre projet. En fait. C'est ce qu'on cherche. Voilà.
Ben, je vous remercie pour votre présence et votre attention. Alors, les questions. Donc, planning de Gantt. Bon, donc là, ben, je vous ai expliqué un planning de Gantt. Soit vous utilisez Excel. Sur des petits projets, ça fonctionne très bien. Hein, c'est un outil. Généralement, tous les pilotes et les chefs de projet et les acteurs ont Excel sur leur ordinateur. Maintenant, c'est un outil. Et soit vous estimez que pour des problèmes d'antériorité ou de multi-projets, ça ne suffit pas, Excel n'est plus à la hauteur. Et à ce moment-là, il faut recourir à des outils comme MS Project. Alors, en ce qui me concerne, moi, les projets que j'ai menés, Excel me suffisait, quel que soit le projet. Mais j'avais regardé Excel Project et là aussi, il y a des cours, il y a des tutos, etc. pour aller plus loin. En fait. Un des participants qui nous suggère Gantt Project, eh ben merci beaucoup, hein, simple et gratuit, voilà, il y a des outils gratuits, donc merci si vous l'avez utilisé et merci de nous partager votre expérience, ça c'est vraiment bien. J'avais aussi une question sur le diagramme de Gantt, est-ce que c'est un indispensable? Ben, moi je pense que le diagramme de Gantt est indispensable dès lors qu'on a plusieurs acteurs, et par définition, en gestion de projet, on a plusieurs acteurs. Donc, tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un diagramme de Gantt que j'utilisais dans le cadre d'une association. Et en fait, j'avais eu des remarques, parce que dans une asso, on n'est pas dans une entreprise, donc on est chez des bénévoles. Et les gens me disaient, ouais, mais tu te rends compte, tu utilises déjà des outils. Je dis, oui, mais tu sais, si tu veux arriver, là, on réservait une salle avec, enfin, c'était plus qu'une salle, c'était l'ensemble d'un périmètre qui était réservé pour notre manifestation. Je lui dis, tu sais, si tu veux arriver à la date butoir en étant prêt, il faut planifier, et donc c'est un outil graphique. Donc plutôt que de mettre des listes de dates sur un outil, là, en faisant glisser notre curseur au fur et à mesure des mois, moi je disais aux gens, bon ben on projetait, hein, je disais aux gens, regardez là, t'en es où là, toi tu dois, je me souviens, j'avais un de mes membres de l'asso qui était responsable de tout des conférenciers, parce qu'on faisait des conférences, etc. Je disais, tu sais, les conférenciers, il y en a qui sont hyper pris, donc il faut être 5 mois à l'avance pour bloquer les conférenciers. T'en es où? Eh ben là, je les ai. Bon ben voilà, on est dans les temps. Et moi je pense que le Gantt, il est indispensable, quelle que soit la taille du projet. Dès lors qu'on est plusieurs. Je retiens aussi la date butoir, partir de la date butoir, c'est plein de bon sens. Alors, la date butoir, en fait, tout dépend de son impact. En fait, si par exemple vous organisez une compétition sportive où vous allez avoir 25 équipes, vous ne pouvez pas faire autrement que de partir de la date butoir. Par contre, si vous êtes dans une entreprise, l'impact est moins important, mais on remarque que si on ne se donne pas une date, en fait, les projets y dérivent. Oui, ben on a le temps, oui, ben tu comprends, oui, ben non. On voit avec la direction elle dit, voilà, je voudrais que vous mettiez en place, on se donne un an pour revoir complètement. Moi, je le vois souvent parce que je navigue sur les sites RSE, les entreprises. On se donne, moi j'ai une ancienne collègue qui se dit, dans un an, on aura éliminé tous les emballages non recyclables. Voilà, dans un an. Donc là, c'est une date butoir. Et ce n'est pas un an glissant. Hein. Si vous mettez un an glissant, bah, dans 2 ans, vous n'y serez pas. Donc là, je pense que c'est hyper important. Alors, je vais vous donner, moi j'ai une très longue expérience de l'entreprise et j'avoue très humblement que pour moi, la méthode agile relève parfois plutôt d'un souci de déstructuration que d'une vraie méthode. Donc, je pense que c'est important de travailler en mode agile. Par contre, il ne faudrait pas que ce soit un motif pour dire bah, c'est pas grave, on ne structure pas. Donc, moi, je ne l'utilise pas à titre personnel. Bon, c'est vrai que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de la gestion de projet. Là, je vais m'y remettre d'ailleurs parce que j'ai un nouveau challenge à relever. Mais j'ai pas, personnellement, je pense qu'il faut vous former, c'est bien. Et ben, peut-être que vous pourrez faire un retour d'expérience sur la méthode agile. Mais je vous dis, moi, j'ai un peu de… À chaque fois que dans les entreprises, on m'a parlé de méthode agile, c'était plutôt pour m'expliquer qu'en fait, on n'avait plus tellement de structure, plus tellement de process et qu'on allait dans tous les sens. Mais je ne dénigre pas la méthode. Je demande simplement à voir. Voilà. C'est l'expérience qui parle là. Capacité à réagir et s'adapter, moi je vois ça aussi. Oui, mais en fait, c'est le acte du PDCA, en fait, hein, c'est le acte, voilà. Donc, en fait, c'est nécessaire de s'adapter, effectivement. Alors, une fois que les détracteurs sont identifiés, ben, on va passer dans les méthodes de conviction, toutes les méthodes qui consistent à convaincre quelqu'un. Alors après, moi, j'ai coutume de dire que dans les projets d'entreprise, quand par exemple, je me rappelle surtout quand on faisait de la certification, etc., en fait, on avait 10% de gens qui sont détracteurs, mais on n'y peut rien.
10% de fanatiques et c'est génial. Et puis il y a 80% au milieu qu'on emmène avec nous en fait. Hein. Et en fait, les 10% de détracteurs systématiques, j'ai envie de dire, tant qu'ils n'occupent pas un poste stratégique dans l'entreprise, ça va. Après, quand ils occupent un poste stratégique, moi, mon expérience, c'est fini par un licenciement. Pas de moi, évidemment, mais d'un détracteur systématique et dont le dirigeant a fini par se passer. Voilà. C'est dommage, mais quand vous avez quelqu'un qui a un poste clé et qui est systématiquement contre votre projet, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Alors, elles sont pas... Là, c'est une expérience que j'ai vécue. Hein. Ça s'est produit qu'une fois dans toute ma carrière. Mais ça s'est produit. Ok. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Jean-Philippe. On arrive au bout de ce webinaire. Merci à tous. Merci pour toutes ces questions qui vont nous permettre à tous de progresser. À bientôt à la Cité de la RSE. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.